les gentils organisateurs qui préparent ces rencontres-là, Bernard de Montréal et François Payotte, préféreraient que je vous fasse grâce de mes introductions. Mais je suis pas capable. J'ai toujours quelque chose à vous raconter. Il y a beaucoup de monde qui s'inquiète de savoir ce que devient ma belle-mère. Parce que c'est parallèle à l'évolution du supramental. Ma belle-mère, c'est le prototype réfractaire à cette évolution-là. Fait que vous interrogez certainement sur son devenir. Eh bien, ma belle-mère a failli mourir. Elle a failli mourir d'une crise. Une crise d'hilarité. Elle a failli mourir de rire. Faut que je vous raconte ça, vite fait. Les gentils organisateurs me regardent avec un œil glauque. Alors vite fait sur le gaz. Nous avions récemment une soirée fort animée, ma belle-mère, moi et ma femme, etc., autour du livre de Bernard de Montréal. Il était question de savoir quelle était l'origine de ce livre. Pour ma part, je prétendais que c'était un livre inspiré par le double de Bernard de Montréal, tel qu'il me l'a dit, alors que ma belle-mère prétendait que c'était un livre qui sortait en ligne droite de son imagination. C'est que, étant tous deux dans une impasse, et en venant petit à petit aux mots, les mots entraînant les coups, avec ma belle-mère véhémence, vous la connaissez, ma femme est apparue dans le décor et a fait fonction d'arbitre. Elle a dit, pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas mon frère? Le frère de ma femme, c'est mon frère, mais c'est aussi mon père, dans le sens que il est un prêtre. C'est l'abbé Pierre-Charles de Saint-Basile-le-Grand. Les ouailles de Saint-Basile-le-Grand l'appellent d'ailleurs familièrement l'abbé PC. Pour Pierre-Charles, la BPC. C'est que ce soir-là, où on était prêt à en venir au coup avec ma belle-mère sur cette espèce d'affaire, j'ai décidé d'appeler la BPC, en PCV, et je téléphone donc à Saint-Basile-le-Grand, et c'est comment est-ce qu'on appelle ça, le gars qui s'occupe du curé, là, de la paroisse, le sacristain, qui me répond, et il me dit, la BPC, il est sur la véranda. Je dis quel drôle de nom pour une gouvernante. Véranda. Je dis dérangez-le pas s'il est sur la véranda. Je comprends ça. Il vit le démon du midi. Faut en profiter tant qu'il est midi. Tu sais. Bien non, Pierre-Charles il m'a dit si c'est François Payotte qui appelle, là je suis toujours disposé à répondre tout de suite à son appel. Fait que il a été chercher la BPC qui était sur la véranda en train d'accomplir son devoir. C'est que j'ai eu la BPC au bout du téléphone 5 minutes plus tard. J'ai excuse-moi de te déranger, Pierre-Charles. Es-tu belle au moins la BPC, la véranda hein? Il me dit je passe tous les soirs 1 heure ou 2 à la faire reluire. Je pense qu'elle est jolie. J'écoute, le problème là, c'est que on a reçu un grand livre, un livre épais, et on veut savoir quelle est son origine. C'est-tu un livre inspiré, sort-il de l'imagination de l'auteur, ou est-il inspiré des sphères occultes? Quelle est ton appréciation? Et Pierre-Charles me dit, à ce moment-là, soumets-le, ce livre-là, au jugement de Salomon. C'est quoi le jugement de Salomon? Il dit, combien l'as-tu payé ce livre? Je dis, entre 99 et 101 dollars, à peu près, là. Il dit, prends donc un billet dans ta poche, dans ton portefeuille, de l'équivalent de ce que tu l'as payé, puis tu le lances en l'air, ton billet, puis s'il retombe, et tu sais le côté face, c'est un livre qui est directement originaire de l'imagination de l'auteur, et s'il retombe sur le côté pile, c'est un livre qui est inspiré. C'est que là, à la maison, j'ai sorti mon billet de 100 dollars, je l'ai lancé dans les airs, puis vous me croirez peut-être pas, mais il n'est jamais retombé à terre. Il n'est pas resté collé au plafond, non. Mais c'est que Bouboule, le pitbull de ma belle-mère, il l'a happé, mon billet 100 dollars,
puis il l'a dévoré, il l'a avalé. C'est que le mystère y est resté entier dans la soirée. Pour moi, je ne sais toujours pas c'est quoi l'origine de ce livre-là. C'est que ça m'a déjà coûté $100. C'est que je me suis dit, pour que ça vous coûte moins cher à vous autres, vous n'ayez pas à soumettre au jugement de Salomon. Il vaudrait peut-être mieux qu'on pose la question à Bernard de Montréal directement. C'est que je me dis, Bernard de Montréal, c'est-tu un homme à part entière ou c'est-tu un homme entièrement à part? On va peut-être le savoir là en accueillant M. Bernard de Montréal. Vous l'avez échappé belle, comme d'habitude. Bernard de Montréal, c'est le seul qui n'est pas soumis à mes introductions. C'est pour ça qu'il est en bonne santé. J'étais en train de faire valoir mes préoccupations fondamentales dans ma vie, qui sont toujours ma belle-mère, son pitbull, et aussi mon beau-frère, la BPC de Saint-Basile-le-Grand. À savoir, quelle était l'origine de ce livre, La Genèse du réel. Avant de vous poser la question, parce que ici je me suis fait une petite note, là, c'est marqué Kiki. Kiki, ça veut dire qui l'a écrit, ce livre-là. Ça, c'est pour pas l'oublier, c'est un pense-bête, là. Mais je vais vous la poser dans la soirée, la question, qui l'a écrit. Je voudrais, moi, ce soir, parler de la genèse du réel. C'est un livre époustouflant. J'en ai fumé la moitié. J'ai pas été capable de fumer la totalité du livre. L'autre partie, je l'ai lu. Puis, de par ma conformité de lecteur, parce que je suis un lecteur, moi, il y a des gens qui ont pour hobby le hockey, d'autres c'est la taverne, etc. Moi, c'est la lecture. Bon. J'ai lu quelque chose comme 3 ou 4 000 livres dans ma vie. Ça ne veut pas dire pour ça que j'ai compris quelque chose. Mais, si j'avais des éloges à vous faire, j'aimerais savoir d'abord si je peux vous faire des éloges. Si vous avez écrit ce livre, à ce moment-là, je peux vous faire des éloges, mais si vous n'êtes pas l'auteur à qui s'adresseraient les éloges, mais c'est un des grands livres que j'ai lu. Et comme ma déformation professionnelle est celle de lire et de lire des livres, j'en ai lu entre 3 et 4 000, je suis obligé de le situer quelque part dans cet univers-là du livre. Et en le décortiquant et en l'analysant, je m'aperçois que le phénomène central de ce livre, ce sur quoi il repose, l'axe, les cieux, c'est le phénomène ovni. Évidemment, c'est un livre qui s'intéresse à l'évolution générale de l'humanité, mais je retrouve un intérêt central, qui est pour moi l'axe, qui est le phénomène ovni. Si on avait encore moult rencontres, on pourrait le développer plus en avant. Mais ce soir, on a 1 heure devant nous, on va s'intéresser au phénomène ovni. C'est pour ça que dans cette lecture, je le situe parmi les 3 grands livres qui s'interrogent sur le phénomène ovni. Et voilà comment je le classe. Il y a d'abord la cosmogonie d'Urantia, pour laquelle le phénomène ovni est essentiellement positif. Il y a les cahiers de l'initié, pour lesquels le phénomène ovni est essentiellement négatif. Et il y a la genèse du réel, dans lequel l'opinion, exprimée par l'auteur que je ne connais pas, est polarisée. C'est-à-dire, le phénomène ovni, il y a du bon, puis il y a du mauvais dedans. Est-ce que vous pouvez, au départ, accepter cette perception-là?
Bon. Que le phénomène ovni est du bon ou du mauvais, ça dépend de l'homme. Pour moi, ce n'est pas ce qui existe dans le cosmos qui est le problème avec l'homme. Le bon existe, le mauvais existe. La vie est polarisée, autant sur le plan matériel que dans les éthers. Pour l'être humain, le problème ne se situe pas là. Il se situe au-delà, au niveau de sa conscience. Il se situe au niveau de sa capacité en tant qu'être intelligent, lié à une source de lumière qui est la source de son intelligence. De pouvoir comprendre que le phénomène ovni, qu'il soit d'un ordre ou d'un autre, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, demeure pour lui une source d'expérience spirituelle ou négative, dans la mesure où il perd son identité. Donc, ce que j'établis dans le livre, c'est que il est important pour l'homme, ou il sera important pour l'homme demain, de pouvoir être suffisamment avancé en conscience, c'est-à-dire suffisamment libre dans son mental, pour pouvoir ne pas être affecté, conditionné, mesmérisé, magnétisé par le phénomène ovni, qu'il soit ce qu'on appelle bon ou mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend le phénomène ovni dans sa polarité? Qu'est-ce que ça veut dire un phénomène ovni qui serait pour l'homme, par exemple, bon? On peut prendre le phénomène des apparitions. On peut prendre le phénomène de l'astralisation du corps humain, la projection du corps astral dans un ovni, où par exemple un être humain va rencontrer des êtres qui, en substance, représentent des aspects spirituels de sa propre mémoire religieuse. Nous savons qu'il y a des gens qui ont eu des expériences avec les ovnis, des gens qui ont vécu des expériences spirituelles par rapport aux êtres qui se trouvaient à l'intérieur de l'expérience ovni. Donc, sur le plan moral, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, ces expériences étaient classées comme étant positives. Mais elles étaient tous des expériences spirituelles, donc c'était des expériences qui conditionnaient l'homme à une forme spirituelle quelconque. Il est évident, en tout cas pour moi, que si des intelligences venant d'un autre plan parallèle et qui viennent en contact avec l'homme, il est évident que ces intelligences-là utiliseront des formes de projection qui coïncident avec la mémoire de l'homme, donc avec son passé, et dans ce cas, une mémoire spirituelle que nous connaissons et que nous pouvons évaluer, soit que ce soit par exemple le phénomène de la Vierge, voilà, pas important. Ça c'est un aspect. L'aspect négatif, il est évident pour les gens, dans ce sens que il y a des intelligences qui peuvent venir en contact avec l'expérience de la Terre à cause de leur technologie, mais qui viendront en contact avec l'homme de la Terre pour des raisons qui sont insuffisamment intelligentes dans le sens cosmique humain du terme. Autrement dit, ils feront des choses par rapport à l'homme qui enlèveront à l'homme quelque chose, qui brisera dans l'homme quelque chose, soit autant sur le plan matériel que sur le plan psychique. Donc, on peut dire que ces expériences-là, dans un sens, sont négatives. Mais, là où se situe l'homme, et ma position mondiale est à ce niveau, là où se situe l'homme par rapport au phénomène ovni, ce n'est pas dans une prise de position spirituelle polarisée par rapport à un type ou à un autre type. Pour moi, l'homme, s'il veut poursuivre son évolution mentale, s'il veut en arriver un jour à progresser au-delà du mental cérébral pour entrer dans l'avenir du mental éthérique, il lui faut avoir la possession intégrale de son moi universel. C'est-à-dire que l'homme doit être totalement indépendant d'esprit. S'il est totalement indépendant d'esprit et qu'il fait l'expérience des ovnis négatifs
ou qu'il fait l'expérience des ovnis positifs, il ne sera pas biaisé ou polarisé dans la réalité de son expérience. Donc, il ne sera pas piégé dans la croyance. Donc, il ne sera pas assujetti à une politique cosmique, spirituelle, par rapport à son univers humain. Il sera libre de voir, dans un camp ou dans un autre, et comme les anciens disaient, un homme qui est totalement intégré dans son énergie, dans sa nature planétaire et universelle, peut aller dans n'importe quel monde, il peut visiter n'importe quel plan et ne jamais être affecté, conditionné, influé par ce plan. Donc, ma position par rapport aux ovnis, à quelque niveau qu'ils se situent, que ce soit sur le plan matériel, astral ou éthérique, demeurera toujours la même. Je conçois que l'homme a besoin, sur notre planète, aujourd'hui à la fin du XXe siècle, d'être extrêmement vigilant, extrêmement conscient du danger de la polarisation de son esprit par rapport à des formes de phénomènes, ovni plus ou ovni moins, qui, d'une façon ou d'une autre, engendreront dans sa conscience une perte d'identité. Un homme, par exemple, qui fera contact avec des ovnis sur le plan astral, automatiquement va être obligé de faire contact avec des archétypes humains, c'est-à-dire avec des personnages qui coïncident sur le plan psychologique et psychique de son esprit à la valeur que met l'âme à l'expérience. Un homme qui fera l'expérience d'ovnis d'une façon négative pourra plus facilement identifier le phénomène, mais il ne comprendra pas l'envergure totalitaire du psychisme étranger qui vient vers lui et qui lui impose une façon quelconque d'anatomiser sa nature, soit sur le plan de son esprit ou de sa physicalité. Donc, dans les deux cas, l'homme est perdant. Et c'est ce point que je veux faire dans mes livres. Je veux faire comprendre que l'homme est arrivé à la fin du XXe siècle à un état d'esprit et à un âge suffisamment mûr pour commencer à reconnaître, réaliser que, qu'il soit de la Terre ou qu'il soit d'une autre constellation, il demeure un être sien, c'est-à-dire un être dont les assises mentales, dans leur origine, dans leur grande profondeur, est lié à ce que l'on peut appeler un univers universel, c'est-à-dire à un monde de lumière d'où vient l'énergie de la création. Si l'homme substitue pour son confort personnel des aspects involutifs de la création, qu'ils soient d'ordre matériel, qu'ils soient d'ordre spirituel, à ce moment-là, il vit le danger d'assujettir sa conscience à une forme quelconque de croyance. Et s'il vit une croyance quelconque, que ce soit par rapport à des phénomènes ovnis spirituels ou que ce soit par rapport à des phénomènes ovnis négatifs, il sera assujetti, polarisé, et il ne pourra jamais vivre sa conscience mentale en paix, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais le pouvoir de la parole pour lui donner la capacité de savoir instantanément où se situe le réel par rapport aux formes vraisemblables du vrai ou du faux. Et pour moi, il est là le danger de l'humanité à la fin du XXe siècle. D'accord. Alors vous parlez d'une dimension spirituelle du phénomène ovni, ou d'une dimension symbolique de ce phénomène-là, mais pour ce qui est des gens qui ont été en contact avec le phénomène ovni, les témoins de rencontres du 3e et du 4e type, il en demeure pas moins qu'ils ont des séquelles physiques. Et d'après le constat des ufologues qui s'est fait le 3 septembre 88 à Rio de Janeiro, à l'occasion du premier congrès international d'ufologie, les témoins de ces contacts-là sont atteints dans leur corps physique et les séquelles sont radioactives. C'est que là, on sort d'une dimension philosophique, spirituelle ou psychique, elle est réellement physique et totalement négative à ce niveau-là. C'est que il y a eu beaucoup de contactés au départ, les Adamski, les Raël, Claude Vourion et compagnie, qui ont fait voir une dimension déiste, morale, spirituelle du contact
où des êtres ont manifesté des intentions déistes et spirituelles. Mais aujourd'hui, les ufologues mettent ces gens-là, ces supposés témoins-là, au banc des accusés et des charlatans. Et ne retiennent que les cas des gens qui ont été en contact réel et qui, eux autres, sont atomisés et radioactifs. Par exemple, le cas de Antonio Villas-Boas au Brésil, qui a des séquelles radioactives de son contact, et beaucoup d'autres. Et que dans la manifestation du phénomène OVNI, ce ne sont pas des êtres, des grands blonds, aux yeux bleus, qui ressemblent au Christ qui se manifestent, ce sont de petits démons, avec des griffes, avec des poils, des petits rats gris, on les appelle, à la peau mouillée, ils sont pas beaux à voir, ils sont épouvantables, et les gens vont en faire des cauchemars le restant de leur vie, et il y a une très grande agressivité qui est développée de ces êtres-là venus supposément d'outre-espace face à ces contactés. Une agression physique et un viol psychique et un interdit dans leur mémoire de révéler leurs contacts, qu'ils ne peuvent révéler que sous hypnose, évidemment. Donc, où elle est cette dimension spirituelle de ces supposés dieux venus de l'espace, dans ce qui se manifeste aujourd'hui? Si le phénomène OVNI a un aspect positif, il n'est pas dans ce qui se manifeste aujourd'hui sur la planète, au dire des témoins qui ne révèlent que des faits. Pas des Claude Vorillon, des Raël, ceux qui ont vécu le fait d'être enlevés et de vivre un état de cobaye face à ces entités-là. Où est la dimension spirituelle là-dedans? Où est-elle? Dans le phénomène OVNI, il y a la dimension physique, il y a la dimension psychique ou spirituelle. Pour moi, que l'on regarde la dimension physique radioactive, qu'on peut nommer comme étant négative à cause de ses conséquences, ou qu'on regarde la dimension spirituelle, pour moi c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que il y a dans le cosmos des civilisations qui sont plus avancées spirituellement que d'autres, mais elles ont tous une très grande avance sur le plan scientifique. Et qu'une civilisation se projette dans notre atmosphère ou dans les éthers de la Terre, si elle se projette dans l'atmosphère, nous avons ce que vous dites, des phénomènes de radioactivité, des phénomènes de cobaye, des phénomènes d'exploitation du physique humain, sans parler du psychisme humain. Donc, déjà, ceci, c'est facile de le mettre de côté et de dire, bon, ces aspects-là sont des aspects qui ne sont pas normaux selon les lois universelles. Mais le point que je veux faire, c'est d'identifier non pas simplement le phénomène OVNI négatif, évident, mais c'est d'identifier le phénomène OVNI qui se projette plutôt sur le plan éthérique et sur le plan astral, qui peut très facilement utiliser chez l'homme des archétypes humains, des archétypes de sa conscience collective, et donner à l'homme l'impression que ces phénomènes sont d'ordre spirituel. Et c'est plus facile pour un être humain, comme ce Brésilien, ou les gens qui font l'étude, de constater que le phénomène OVNI qu'ils ont connu, ou qu'il a connu, est d'un ordre négatif dangereux pour notre planète, pour l'homme, pour l'individu. Mais c'est beaucoup plus difficile de voir dans le phénomène OVNI astral, éthérique, psychique, le danger, parce que à ce moment-là, les êtres vont vivre une expérience paranormale, ils vont vivre une expérience psychique où la mémoire collective de l'humanité est utilisée et ils ne pourront pas voir au-delà. Et ce que j'essaie de dire en public, c'est que ce que l'homme a besoin de savoir aujourd'hui et de comprendre, ce n'est pas nécessairement si les phénomènes OVNI sont des phénomènes réels ou irréels. Les gens qui sont suffisamment avancés, sensibles, en conscience, savent que le phénomène OVNI existe dans le monde et depuis très longtemps. Mais ce que les hommes ont besoin de savoir aujourd'hui, et surtout à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est comment eux-mêmes, en tant qu'individus, répondent à cette réalité.
d'ordre matériel ou d'ordre psychique. Et ce que je dis, c'est que l'homme a au moins 2 générations d'études à faire en ce qui concerne les mystères de la vie, les mystères de la mort, les mystères de l'homme, les mystères cosmiques, les mystères des différents espaces parallèles. L'homme a besoin d'étudier la vie occultement pour un autre 2 générations, pour en arriver à avoir une conscience suffisamment développée de la mécanique psychique de son être, afin de pouvoir en arriver éventuellement à composer d'une façon créative sur ce que j'appelle la politique des sphères. L'homme a besoin de comprendre la nature de la politique des espaces parallèles pour finalement avoir non pas une attitude par rapport au phénomène ovni négatif ou par rapport au phénomène ovni positif, mais une science interne intégrale à lui faisant partie de sa lumière. À ce moment-là, l'homme ne sera plus en danger par rapport à ces phénomènes. Si l'homme s'intéresse à ces phénomènes-là à partir d'une curiosité fondamentale, à partir d'une nécessité de recherche personnelle, à partir d'un besoin psychique d'investiguer des aspects du cosmos ou du réel qui n'a jamais été couvert par les religions suffisamment ou par les philosophies suffisamment, et qu'il se lance à tue-tête dans l'étude ésotérique de ces phénomènes, sans avoir lui-même développé un centre mental suffisamment développé pour être accroché et fusionné et unifié à sa propre énergie, à ce moment-là, l'homme est en danger. Et elle est là ma position. Autrement dit, pour une majorité des hommes sur le plan matériel, le terme spirituel, je ne l'emploie pas dans le sens religieux du terme. Le mot spirituel, pour moi, dépasse beaucoup la conception religieuse que nos religions lui donnent. Le terme spirituel, pour moi, veut dire ce concept qui fait que tout ce qui est en dehors de la matière, tout ce qui est révélé à un niveau ou à un autre, devient pour l'homme ipso facto une source de repos pour son esprit, une source de sécurité pour son mental, et en plus et surtout une source de vérité. Pourquoi j'ai développé le concept du mensonge cosmique? Ce concept, il est neuf. Il fait partie d'une nouvelle conscience sur le plan matériel. Et la raison pour laquelle la réalité de ce concept a été écrite, c'est pour faire comprendre à l'homme, surtout l'homme du XXIe siècle, que dans la mesure où l'évolution aujourd'hui se développe, dans la mesure où les forces occultes de la conscience de l'homme à l'échelle mondiale et surtout sur les plans universels se développent, l'esprit de l'homme est en voie d'être sujet ou assujetti à une totale polarisation entre le vrai et le faux. Et cette polarisation devient tellement grande que nous sommes aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, malgré toutes nos sciences, malgré tous les efforts des gouvernements, dans une situation où l'attention mondiale devient de plus en plus puissante. Nous avons le livre de Rushdie, dernièrement, qui a déclenché dans le monde une polarisation extraordinaire de la conscience mondiale à toutes les échelles. Et nous voyons finalement que un simple livre, un simple bouquin qui n'est pas ésotérique, est en train de créer une contagion mondiale. Alors, si un livre tel que Rushdie peut déclencher presque une guerre psychique dans le monde, à cause de la polarisation inévitable des émotions d'une grande masse de personnes, imaginez-vous ce que des livres que des gens comme moi peuvent écrire, ou d'autres, peuvent déclencher dans le monde, non pas sur le plan politique, mais sur le plan psychique de l'humanité, une polarisation incroyable. Et je veux dire une chose, puisque j'y suis, les gens qui s'intéressent aux sciences occultes, aux sciences ésotériques, les gens qui ont une grande capacité d'absorber ce matériel et de travailler avec ce matériel et qui s'y sentent bien parce qu'ils ont la vibration, ces gens ont une grande responsabilité face aux masses dans le monde parce que nous sommes arrivés à un point
où les connaissances anciennes ne sont plus suffisantes pour l'homme moderne. Nous sommes arrivés à un point où l'homme veut savoir des choses que l'establishment n'est pas intéressé à étudier. Donc, nous découvrons depuis un certain nombre d'années, dans tous les pays occidentaux, un très grand intérêt pour les sciences occultes. Et cet intérêt, il est bon, il est grand, il est bien, mais il doit être sain. Et je dis sain dans le sens S-A-I-N, et non sain dans le sens S-A-I-N-T. Donc, que les masses s'intéressent et s'interrogent de la phénoménalité de l'invisible, il est temps. Il est temps. Mais que les masses ne tombent pas dans la forme moderne de la superstition ancienne, il est très temps. Nous sommes à un point où il y a des gens qui ont et qui auront dans les années à venir la capacité d'hésiter, d'écrire des livres absolument extraordinaires. Moi, j'en suis un, et il y en a d'autres. Des livres qui pourront finalement déchirer le voile du réel et faire comprendre à l'homme les lois de la polarité, non pas simplement en ce qui concerne la moralité de l'action sur le plan matériel, mais en ce qui concerne la moralité ou l'immoralité de l'action sur les plans psychiques, astro et éthériques, et la révélation à l'homme de la nature universelle des mondes, la révélation à l'homme de la science, de la politique des mondes, au-delà de ce qui existe aujourd'hui en écriture, forcera les hommes à réaliser que dans la mesure où l'homme veut aller plus loin dans l'étude cosmique et infinie du savoir, de la lumière, qui touche tous les mondes, toutes les essences, toutes les natures, même Dieu, il lui sera inévitablement nécessaire de réaliser que le début de la fracturation de la forme, c'est-à-dire le début du mouvement de l'esprit de l'homme vers sa propre infinité, nécessite chez lui une capacité intégrale de se libérer une fois pour toutes de toute attitude mentale, émotive, spirituelle ou purement académique visant à donner à la croyance la moindre valeur quelconque. Moi, je suis un homme qui traite psychiquement, psychologiquement. Je communique avec les plans. Le cosmos, pour moi, n'est pas un mystère. Mais je n'ai pas en moi la faculté de croire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la croyance, c'est une dimension psychologique de l'ego. C'est un aspect réflexif de la conscience du moi qui doit s'affiniser avec un certain niveau de réalité pour sentir une certaine progression dans la connaissance. Et ça, c'est une illusion qui est le centre même, le point central de cette sphère immense que j'appelle le mensonge cosmique. Il y a des gens qui m'ont déjà dit dans mes séminaires, mais comment est-ce que, si vous nous dites quelque chose et qu'on ne peut pas croire, à quoi ça nous sert? J'ai dit, vous comprendrez dans 10 ans. Et je connais des gens aujourd'hui qui sont venus dans mes séminaires il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et qui comprennent et qui savent ce que je voulais dire dans ce sens-là. L'homme n'a pas besoin de croire. Il y a un homme ici dans la salle, cet homme-là, que je connais depuis des années, un homme qui a aussi accès à ses plans de vie, à ses formes de compréhension et de connaissance, et qui est totalement indépendant de moi. Et pourtant, nous sommes près l'un de l'autre. Il est totalement indépendant de moi. Il n'y a pas entre lui et moi la moindre forme de croyance. Et lorsque je l'ai rencontré il y a des années, je lui avais dit en public que la moindre croyance à la plus haute forme de sa conscience très évoluée était déjà un affront à l'individualité créative de son moi. Et il a vécu un choc. Ce fut pour lui une grande réalisation. Et aujourd'hui, il reconnaît, de par lui-même, qu'effectivement, l'homme est un être de lumière. Et si l'homme est un être de lumière, il n'a pas besoin de croire à des ombres
pour en arriver à la constatation infinie de l'organisation psychique des mondes ou de l'organisation matérielle de l'énergie. L'homme est un être intégral, il est suffisant à lui-même, il est en lui-même son propre absolu. Donc, s'il apprend au cours de la prochaine évolution, qui sera l'évolution d'une race mentale, à comprendre et à réaliser qu'en lui-même, il est une partie d'une grande infinité avec laquelle il a possiblement un contact mental en évolution potentielle, l'homme n'a plus besoin de croire. Donc vient un temps où l'homme, d'autres hommes, l'évolution de cette nouvelle humanité sera suffisamment intégrale pour que des hommes, finalement, puissent réellement faire sortir et amener dans le monde des sciences profondément occultes, c'est-à-dire profondément réelles, sans que des êtres faisant partie d'une échelle moins élevée de l'évolution soient assujettis à la croyance. Je ne crois pas que les mystères doivent être révélés à l'homme. Je ne vois pas que ces livres soient un jour écrits et disséminés ici et là dans le monde, et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme de la planète, les êtres qui font partie de différentes religions, différentes sociétés, différentes races, différentes cultures, ont, au cours des âges, interprété les mystères à leur façon, et l'émotivité qu'ils ont mis au cours de leur évolution raciale ou nationale ou culturelle est tellement intense et tellement dense que ces êtres-là ne doivent pas être bousculés. Si l'homme doit être bousculé au cours de son évolution, il sera bousculé par des événements cosmiques. Il sera bousculé par des événements cosmiques. Mais il ne doit pas être bousculé par les hommes, par ses frères, par des êtres qui ont pour lui en général une grande sympathie, un grand amour, une grande vision. L'homme doit être protégé de l'homme qui voit loin. L'homme doit être protégé de l'homme qui sait certaines choses. Mais d'un autre côté, l'homme, petit à petit, doit être amené d'une façon extrêmement intelligente, extrêmement patiente, à voir en dessous et au-delà des voiles. Un homme qui est le moindrement sensible, je peux prendre vous comme exemple, ou des gens qui s'occupent de l'ésotérisme, sont capables de lire derrière les lignes. Moi, je ne m'occupe pas de l'ésotérisme, j'ai passé ma vie à étudier les ésotéristes, ce qui est différent. Oui, mais ça revient à la même chose. Non, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous ayez étudié les ésotéristes, que vous ayez étudié l'ésotérisme, que l'homme étudie quoi que ce soit, il doit voir derrière la ligne, il doit regarder derrière, et il doit regarder d'après sa propre... Ça revient à dire qu'étudier l'ésotériste, c'est étudier le fruit de l'arbre qui est l'ésotérisme. C'est pas pareil. J'étudie le fruit, j'étudie pas l'arbre. Je regarde ceux qui se font les porte-paroles de l'ésotérisme dans le monde aujourd'hui. Je regarde le fruit. Ce sont de belles pommes dans lesquelles il y a un ver. Et tout le monde sait aujourd'hui que les vers, c'est satanique. Verset satanique, non? En tout cas, Rushdie, là, si on le prononce à l'anglaise, là, c'est Rushdie, mort accéléré. Il le porte dans son nom, son karma. Hein? C'est que ça, c'est des ésotéristes, ces gens-là. Il y en a d'autres aujourd'hui, là, qui se font les porte-paroles de l'ésotérisme dans le monde, québécois, puis qui sont les pasteurs et les notonniers d'un savant désordre. C'est étonnant de les voir, eux autres, imprimer une directive, une direction aux gens qui écoutent ces émissions-là, en sachant que ces gens-là, eux-mêmes, n'ont ni boussole ni gouvernail à leur propre barque. C'est terrible, c'est ça qui m'intéresse. Comment des gens, naïfs, crédules, de bonne volonté, sincères, de bonne foi, n'ayant au départ aucun gouvernail, aucune boussole, se proposent d'emmener le monde ailleurs. Oui. Hein? Oui. Il est où cet ailleurs-là? Oui. Et nous autres, on leur fait confiance. Oui. Hein? Mais c'est pas sur eux autres que je jette le blâme. C'est nous autres qui n'avons plus ni gouvernail ni boussole, qui acceptons d'être gouvernés par ces gens-là, qui eux autres n'ont aucune direction, qui tournent en rond. Ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est à la page 358, au deuxième paragraphe, la lumière venant de ces centres de vie, j'ai mis entre parenthèses extraterrestres,
dans le cosmos, repoussera les ténèbres de la civilisation judéo-chrétienne. Bon. Pour moi, les ténèbres ne viennent pas de la civilisation judéo-chrétienne, mais elles viennent de l'endurcissement du cœur de l'homme. Il est là son problème. Ils sont là ces ténèbres. La civilisation judéo-chrétienne, ça a été la mère de ce que nous sommes aujourd'hui. Elle a porté la responsabilité de nous amener jusqu'à où on est. Puis, dans cette civilisation-là, il y a eu des hommes, et là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, ils ont fait des erreurs, etc. Mais on est le fruit de cette civilisation-là. Et pour moi, je ne mettrai pas le blâme sur la civilisation judéo-chrétienne, mais je la mettrai sur l'endurcissement du cœur des hommes, qui sont plus capables d'avoir la capacité de faire référence au centre cardiaque aujourd'hui, et puis qui sont complètement perdus, qui n'ont plus de boussole. Puisque vous appelez souvent les anciens dans votre texte là, les hommes d'aujourd'hui n'ont plus la capacité d'y faire référence. Et les anciens nous ont prévenus du phénomène ovni. Si on lit les épîtres de saint Paul, ce n'est qu'une mise en garde aux premières églises chrétiennes qu'il y avait à l'époque sur la planète, qui leur disaient attention, le phénomène ovni là, c'est le prince de l'air qui se manifeste, etc. Il n'y a rien de positif là-dedans. Déjà, il y a 2000 ans, ils nous annonçaient ceci, cette ingérence-là dans nos affaires. Mais ils nous mettaient en garde. Aujourd'hui, on ne tient plus compte de ces avertissements-là, et la tendance mondiale est d'accueillir les extraterrestres. C'est le slogan des Raéliens, on le voit partout. Accueillir les extraterrestres pour diriger notre vie, nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, etc. Que nous regardions le phénomène de l'homme, que ce soit dans le cadre de la civilisation judéo-chrétienne ou dans les autres civilisations, le cadre de la judéo-chrétienté s'applique dans ce que nous appelons l'Occident. Mais que nous regardions l'homme par rapport à n'importe quelle civilisation évolutive, qui a eu ses bons aspects et ses moins bons aspects, terrible, ça ne change absolument rien. L'homme est un être en évolution. L'esprit évolue, la conscience évolue, et les structures psychologiques, psychiques, ésotériques, philosophiques de l'humanité évolutive vont changer. Elles n'ont pas de choix, parce que l'homme est un être vivant et son esprit est vivant. Donc, si nous parlons du passé, si nous regardons le passé, aujourd'hui, nous devons le regarder avec des yeux qui sont neufs, c'est-à-dire avec la conscience de la réalisation que le principe de croire est essentiellement anti-homme à partir du moment où l'homme développe un centre mental intégral. Le principe de ne pas croire, qui fait partie de l'évolution future de l'humanité, parce qu'il ne sera plus nécessaire de croire, est totalement à l'opposé, au cours de l'évolution, aux besoins qu'avait ce principe pour la formation des civilisations judéo-chrétiennes ou autres. Autrement dit, pendant l'évolution, l'homme avait besoin de croire parce que la science du mental, la conscience intégrale de son moi, n'était pas arrivée dans le temps à se manifester. Donc, il fut nécessaire pour l'homme de croire aux bonnes volontés spirituelles de ses aïeux, de ses pères, de ceux qui ont établi les bases d'une civilisation planétaire, expérimentale, nécessaire dans le cadre de l'esprit de la race à ce moment-là. Mais eux autres avaient déjà affaire au phénomène ovni à l'époque, il y a 2000 ans, puis bien avant cela aussi. Et déjà, ils nous mettaient en garde. C'est notre esprit scientifique aujourd'hui qui veut rechercher et trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis est-ce que c'est pas ça notre perte? Est-ce que c'est pas aujourd'hui les gouvernements qui sont compromis dans un espèce de pacte avec ces forces-là pour avoir de l'information scientifique venant de ces plans-là, d'où les microprocesseurs, l'informatique, les supraconducteurs, etc. Toute cette science-là vient de ce monde-là. Elle nous est donnée. Puis on est comme des enfants, là, avec une bombe atomique entre les mains. Ça vient de ces plans-là. Puis c'est pas des plans spirituels ou symboliques, ça. C'est une réalité. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que le phénomène ovni pour moi, qu'il soit matériel, éthérique, astral, positif, c'est-à-dire bon,
spirituel. Mais qu'est-ce Ou qu'on entend négatif. par l'aspect astral du phénomène ovni? C'est la communication, le lien télépathique qu'il y a entre ces êtres-là et nous autres. Mais C'est ça ne change- l'astralité du ça ne- phénomène. ça ne change rien. Oui, mais c'est qu'au bout de ça, il y a des êtres qui ont une réalité tangible. Et quand eux autres se manifestent aux témoins, là, puis que c'est un viol psychique qui vivent avec un interdit de communiquer l'information, avec un blocage mémorial et une menace psychique qui leur est mise, là, c'est une réalité. En plus des conséquences et des séquelles physiques qui vivent, c'est plus de la philosophie, ça. C'est une réalité, mais ça ne change pas le problème. Ça ne change pas le point. Oui. Que des hommes sur notre planète vivent l'expérience, disons, physique, par exemple, matérielle avec le Ouais. phénomène ovni, ça fait partie de leur expérience d'âme à eux. Oui. Quand je parle, Oui, quand mais je... toute la civilisation est en train d'amener l'homme à accueillir les extraterrestres. Oui, mais ça, c'est le problème de la civilisation, c'est le problème de l'homme, ça fait partie du problème de la croyance de l'homme, ça fait partie du besoin Mais spirituel vous-même, de vous l'homme. dites, il ne faut pas croire. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont extraterrestres, eux autres? Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne sont pas justement extraterrestres? Ça ne change rien, parce Ah oui, que... ça change. Non. Ça change. Non, Ils sont extraterrestres, non, ils vivent non, dans notre univers, c'est différent. Je vais vous expliquer. Que le phénomène ovni soit intraterrestre, Mais extraterrestre, il est extraterrestre, vous le dites vous-même dans le moment où vous parlez du centre de la Terre. que le phénomène ovni soit intraterrestre ou extraterrestre. S'il est intraterrestre, il est astro-éthérique. Mais S'il ils ont est leurs bases extraterrestre, il est ici. physique. Ils ont des bases ici. Ils ont des bases. Avec le consentement le des point n'est- gouvernements, le point le n'est gouvernement pas là. américain est le premier à avoir accepté qu'ils mettent des bases dans notre sol à Mais le nous, point- en échange d'informations scientifiques. Mais le point n'est pas là. Oui. Le point n'est pas là. Ah Le oui. point que je veux faire. C'est que nous c'est- autres, on paye la vasine et on se fait enculer demain. Oui, parce C'est là le que, point. l'homme croit. Ben oui. Que vous croyez, que ce soit des phénomènes physiques, éthériques ou astrales, que ce soit intraterrestre, Ouais. extraterrestre, C'est leur mode de à n'importe quelle manifestation. sauce. ça. Moi, je m'en fous. Oui, mais c'est les sauces. Les sauces, c'est leur forme de manifestation. Elles sont astrales, elles sont psychiques, etc. Elles sont télépathiques. Donc, c'est à nous les hommes, Oui. c'est à nous les hommes de ne pas vivre le besoin E.T. de go la home. croyance. E.T. go home. Tu veux retourner à la maison? Ben, retourne-t'en dans ta maison. Puis ta maison, c'est le centre de la terre. Puis le centre de la terre, c'est les enfers. Puis retourne-y. Ben oui, mais C'est de là que tu viens, ben retourne-y. Oui, s'ils veulent retourner, effectivement, mais peut-être Ouais. qu'ils peuvent Mais s'obtenir. c'est pas parce que tu as une science. C'est pas parce que tu as une Oui, science oui, qui est oui, de millions d'années en avance sur la nôtre, puis que tu n'as pas de cœur, que nous autres, on va se buter avec toi. Oui, mais ça revient à la même chose. Ça revient au principe de la croyance. Si l'homme se libère de croire, Oui, mais le cinéma, il fait quoi, le cinéma? Mais oui, mais E.T., c'est la pas moi belle qui- bibite avec les yeux de c'est- vache énamourée. c'est la pas moi sympathie qui, que tout le monde c'est pas aime. moi qui fais le cinéma. Mais c'est quoi cette propagande-là, là? Mais Hein? vous voulez en venir à quoi? Vous voulez Je en veux venir à je veux quoi? en venir que Vous êtes- aujourd'hui, vous êtes la fâché? terre, oui, je suis fâché. Fâché comment? Bon. Je suis en maudit. Pas Bon, fâché, je alors, suis en maudit. c'est très bien. Que vous soyez fâché, ça c'est une chose, ça c'est bien. Mais moi, je ne suis pas une personne fâchée. Moi, je suis un écrivain qui dit aux gens qui s'intéressent à ces phénomènes d'extraterrestres, intraterrestres, extraterrestres, extérieurs, je dis, le phénomène, il est là à différents niveaux. Il y a des gens qui vont le vivre à un tous les niveau niveaux. ou à un autre. Et je dis, la position de l'homme, la position psychique de l'homme par rapport à l'avenir, c'est de ne pas être prisonnier de la croyance. Vous avez une position face aux ovnis, comme vous dites, vous êtes fâché, ça, je suis très content de ça. Mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans le monde qui ne sont même pas capables de s'imaginer être obligés de se fâcher. Il y a des milliers de personnes qui ne sont pas capables de se fâcher. Il y a des milliers de personnes qui ont créé des sectes autour de ça. Il y a des milliers de personnes qui sont absolument mesmérisées, qui vivent dans l'espoir que ça se produise, qui vivent dans l'espoir que ces êtres-là viennent et nous dictent comment former nos politiques mondiales. Donc, ces êtres-là sont des êtres qui, en potentiel, sont en danger parce qu'ils croient. C'est pire que ça pour moi, ils sont complices. Oui, mais si vous dites qu'ils sont complices, vous leur donnez une fonction psychosociale
ça ne change rien en ce qui concerne l'évolution de leur propre mental. Je dis que l'homme doit ne pas croire. On dirait que les gens ont de la difficulté à comprendre ceci, l'essentiel de ceci. Ne pas croire, ce n'est pas une attitude mentale. Ne pas croire, c'est pouvoir se connecter à notre propre essence pour ensuite, si viennent les ovnis physiques, éthériques, astrales, l'homme aura une position par rapport à eux, il sera dans sa propre énergie et il pourra même interférer avec leur activité. Bon. Mais tant que l'homme n'est pas ou n'a pas développé ses propres assises, il ne peut pas interférer avec ce processus et ce processus éventuellement deviendra une menace pour un grand nombre d'individus sur le globe. Et vous le dites vous-même, page 359, deuxième paragraphe. Le contact officiel entre la Terre et l'espace ne se fera que lorsque la régence planétaire aura été établie sur le globe, afin que l'homme ne soit pas dupe de ces intelligences venues d'ailleurs. Exactement. Ok? Ça veut dire que ça prouve bien que ces intelligences-là cherchent à profiter de l'ignorance des hommes pour mieux les dominer, les mesmériser, les magnétiser. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que l'homme doit en arriver à être suffisamment dans son énergie pour pouvoir contrer ça. Parce que l'énergie, ça se combat avec l'énergie. Oui, mais être dans son énergie, est-ce que ça veut dire être neutre? Être dans son énergie, c'est être dans sa conscience intégrale à soi. Être indépendant des esprits autour. Comment est-ce qu'on peut être neutre quand on sait ce qui se passe sur la planète? On peut être neutre quand on est inconscient. Alors on est neutre. Non, quand on est inconscient, on n'est pas neutre. Et quand on est neutre, Non. on est complice. Quand on est inconscient, on n'est pas neutre. Quand on est inconscient, on est polarisé dans notre attitude. Oui, mais on est à la merci de ces extraterrestres. Oui, mais ça fait partie de l'expérience de l'humanité. Si l'homme, l'humanité, et effectivement au 21e siècle, l'humanité vivra des expériences par rapport Mais demain, on va savoir ce qui se passe demain. On va le savoir. Les ufologues, ils vont parler, ils vont s'ouvrir la trappe après 50 ans de mensonges et de silence. Ils vont se l'ouvrir. Il n'y en a pas beaucoup, un ou deux, mais ils vont faire le rapport de leurs études sur la planète depuis 50 ans. Ça va faire l'affaire des gouvernements parce que les autres, ils sont dans de sales draps. Même si les ufologues parlent, ou même si les gouvernements parlent, ça va changer quoi en ce qui concerne la conscience individuelle? Mais c'est qu'on va savoir qu'on a un adversaire, sans tomber dans la paranoïa, on a un ver dans la pomme. Mais oui, ok, si on a un ver dans la pomme, il s'agit de ne pas manger la pomme. Oh, mais c'est trop tard. Donc, ça fait bien longtemps qu'on l'a bouffé, cette pomme-là. En tout cas, On moi, nous la l'a pomme, dit, je la vois, j'en suis conscient, mais je ne la bouffe pas. Parce que imaginez le choc demain, là, quand ça va être su qu'il y a des bases souterraines aux États-Unis, au Canada, en URSS, en France, en Chine, des bases souterraines faites par les extraterrestres avec le consentement des gouvernements en échange de leur technologie et de leur science. Hey, ils sont là, les vers dans la pomme, mais demain, il va falloir les déloger, parce que les autres nous ont donné des brides de leur science. C'est rien du tout. Ils vont réussir à nous amener à faire des ovnis comme eux autres, c'est qu'on va les mélanger avec les leurs, et puis on ne saura plus sur qui tirer demain. C'est correct, ça. C'est partie du plan. En tout cas, on est dans de beaux draps, puis c'est les gouvernements, eux autres, nos autorités, ceux qui sont supposés nous représenter et nous défendre, qui sont les premiers à être les complices de cette subjugation à l'échelon mondial. Bon, on va être un sacré réveil demain matin, on va s'ouvrir les yeux. Bon, je sympathise avec votre position et votre feu et tout ça, et je vais vous dire une chose. Dans la mesure où, par exemple, ce que vous dites serait exact. C'est exact. Bon. Dans la mesure où... À 1000 contre 1, je prends le pari avec n'importe qui demain. Si c'est véritable, ça supportera l'épreuve du temps, puis ça sera vérifié, puis je vous donne pas 3 mois pour que le monde entier le sache demain. Parce que les ufologues, ils ont enfin assez de guts pour le parler, puis ils vont le dire. Puis c'est des ufologues français, puis canadiens, puis ce sont des Québécois qui vont être les premiers porte-parole dans le monde de cette information-là. Les premiers. Bon. Alors, comme je poursuis, et je tant pis pour eux, parce qu'ils vont être comme Rochdale, à mort accélérée. Mais si on poursuit, dans la mesure où ceci serait exact, ok, ceci créerait dans le monde un choc qui ferait partie des grands événements de notre civilisation, et d'une façon ou d'une autre, pour l'homme conscient,
l'homme qui a une conscience intégrale. Tout ceci ferait partie de l'expérience de l'humanité et ne ferait pas partie de la sienne. Ah ouais, alors fais-tu partie de l'humanité, nous autres, ou pas? Hein? Écoutez, quand je dis que ceci ferait partie de l'expérience de l'humanité, je ne veux pas dire que ces hommes en seraient pas conscients. Je veux dire que le choc psychique que ceci causerait serait neutralisé par le fait que les hommes seraient dans leur propre énergie. Il est là mon point. Ce n'est pas que le phénomène ne soit pas réel, ce n'est pas que le phénomène ne soit pas extrêmement relié avec les situations politiques ou scientifiques présentes. Je ne veux même pas, je ne suis pas intéressé à m'avancer là-dedans. Mais ce que je dis, c'est que lorsque viendra le temps, dans l'évolution de notre planète, pour que l'homme sache, pour que l'officialisation se fasse, il faudra qu'il y ait des hommes sur notre planète qui puissent continuer à vivre dans leur énergie et ne pas être absorbés par tout ce phénomène qui créera effectivement un choc sur la surface de la Terre. Terre. C'est ce que vous dites à la page 364 au début. L'homme doit demeurer froidement neutre face au phénomène ovni tant que ce dernier ne se manifestera pas dans toute sa réalité. Et quand le phénomène ovni va se réaliser dans toute sa totalité, l'homme va l'avoir dans le dos grâce à sa neutralité. Ça sera trop tard. Ça fait partie de l'évolution de la Terre et ça fait partie de l'expérience cosmique des sphères. L'homme ne peut pas empêcher que se dévoilent à sa conscience des intelligences qui viennent d'autres temps. D'ailleurs, le temps vient pour ça. Mais l'homme doit comprendre sa relation psychique, mentale avec lui-même. Si l'homme n'est pas capable... C'est un petit cul, l'homme, à côté de ces intelligences-là. Vous le savez, vous? Écoutez... Vous êtes en communication avec eux. Écoutez, le contact entre l'homme sur une base officielle et notre civilisation, c'est un contact qui doit être basé sur la relation étroite entre l'homme et sa conscience mentale. Si l'homme vit le contact avec sa conscience mentale, il vit dans l'énergie mentale de sa source. Donc, il peut travailler avec des intelligences qui viennent des mondes parallèles d'une façon créative qui ne va pas contre les lois de l'évolution et qui ne va pas contre les lois d'interférence. Si l'homme n'est pas conscient de ceci, à ce moment-là, il sera attiré et magnétisé par des intelligences qui seront d'un autre ordre, et c'est à ce moment-là qu'il vivra ce qu'il doit vivre sur le plan cosmique de la Terre. Et il le Nous vivra. ne pouvons rien. Il le vivra. Nous ne pouvons rien. L'homme ne peut pas. On n'y pourra rien parce qu'on a abdiqué. Et parce que nos gouvernements ont été complices et les autorités aussi. Non, je vais vous Et dire on une rentre chose. dans l'histoire à reculant. Vous savez ce qui arrive quand on rentre à reculant dans l'histoire? Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Malgré votre sincérité par rapport au phénomène ovni et tout ce que les ufologues font, l'homme aujourd'hui n'est pas préparé à être en contact avec les intelligences qui viennent des mondes parallèles. Il n'est pas prêt. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'humanité n'est même pas préparée, capable de supporter la polarisation de